Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Ça fait longtemps? Eh bah tout d'abord, la bonne année 2025, bien évidemment, et puis la bonne santé, puisque j'ai actuellement la petite gorge qui gratte, donc je sens que je vais être malade dans très peu de temps. C'est pour cette raison que vous allez me voir avec cette tasse, où il y a plus de miel que de thé. Oui, mais bon, il ne faut pas mettre de miel dans du thé chaud, ça sert à rien, puisque ça lui enlève ses propriétés et c'est bien fait. La paix. La paix, docteur d'internet. Aujourd'hui, j'avais envie, pour commencer l'année, de vous parler d'un film avec lequel je vous bassine assez régulièrement, mais je m'étale jamais trop de pourquoi je vous bassine avec. Et oui, on va parler, une bonne fois pour toutes, de Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. J'arrête pas de vous dire à quel point ce film est un exemple en termes de costumes historiques, et il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais le film, il n'est pas vraiment historique !» Et c'est vrai. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous, et pourtant je l'aime d'amour ce film. Et le côté pas historique ne me choque pas tant que ça. Oui, je sais, vous êtes choqués, moi qui vous saoule H24 avec l'historicité des films, mais là j'ai envie de vous montrer à quel point on peut faire un bel équilibre entre un truc qui est pas vraiment historique, mais quand même pas mal historique dans sa globalité, et surtout par rapport à ses costumes. Donc aujourd'hui ça va être un peu un pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Petit point historique quand même sur ce film, pourquoi il est si important, et notamment dans l'histoire de la représentation qu'on a faite de Marie-Antoinette. En fait, c'est surtout pour ça, je trouve, que le film de Coppola a un petit peu marqué son temps. Donc il faut savoir que le film il est sorti en 2006, et à cette époque, l'attrait pour Marie-Antoinette était pas si ouf que ça. En fait, il y avait deux clans par rapport à sa vie. Il y avait ceux qui étaient contre Marie-Antoinette et qui retenaient sa vie dissolue, où elle faisait des fêtes, elle buvait des coups, etc. Et de l'autre côté, les royalistes, mais pas que, qui soutenaient Marie-Antoinette et qui, pour la défendre, montraient les dernières parties de sa vie, sa grandeur d'âme face à la mort, son courage face à la Révolution, etc. Et forcément, elle a eu plusieurs représentations au cinéma, et la plus connue étant celle avec Jane Seymour en 1989, une représentation finalement assez classique de Marie-Antoinette. Donc il faut se dire qu'entre 1989 et 2006, il n'y avait pas eu de film sur Marie-Antoinette, donc la place était libre. Et ce que j'aime bien avec Sofia Coppola, c'est qu'elle a pris un petit peu le pied de nez de tout ça, et elle s'est dit, moi je vais assumer une image totalement moderne et adolescente de Marie-Antoinette, qui pourrait être vue négativement, et pourtant, moi je vais faire en sorte que vous l'aimiez, cette Marie-Antoinette-là. Et finalement, Sofia Coppola a utilisé cette image de reine frivole, etc., mais en lui donnant un sens. Si vous avez vu ma vidéo sur les idées reçues sur Marie-Antoinette, qui date d'il y a quelques années maintenant, Marie-Antoinette c'est un personnage qui est très complexe. Et ce que j'aime bien avec Sofia Coppola, c'est qu'elle n'a pas du tout parlé de cette Marie-Antoinette de la fin de sa vie qui aurait été la facilité pour qu'on puisse s'attacher à elle. C'est la Marie-Antoinette à partir de la Révolution. Elle n'en parle pas du tout dans son film, le film se termine avec le carrosse qui quitte Versailles. Donc elle va plutôt s'intéresser à Marie-Antoinette, dauphine et reine de France, donc son arrivée dans le pays, la manière dont elle va s'intégrer ou pas à la cour de France, les pressions qu'elle subit de la part de sa mère, les pressions qu'elle subit de la part de la cour, et c'est assez intéressant puisqu'elle va beaucoup du coup nuancer son portrait. On va pas juste en faire une nana frivole et immature, elle va aussi lui apporter beaucoup de profondeur. On voit une Marie-Antoinette qui se pose des questions, qui a peur, qui ne sait pas comment faire face à certaines choses, et qui en fait s'oublie dans la fête, la mode, etc. Et tout ça, forcément, est montré par la modernisation de ce film. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas comme les autres films dont j'ai pu vous parler, où ils aiment bien moderniser pour moderniser. Allez voir ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Là, c'est totalement assumé. La musique, elle est moderne. Le montage, il est moderne. Il y a des effets de montage que tu vois pas habituellement dans les films historiques. Tout est fait pour vous dire, attention, c'est une version modernisée de Marie-Antoinette, comme une adolescente de 2006 finalement, puisque n'oublions pas aussi que Sofia Coppola est très intéressée par les histoires sur l'adolescence. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait fait un biopic sur Marie-Antoinette sur cette période-là en particulier. Et puis ce que j'aime bien dans ce film, c'est que finalement le discours historique, il est respecté. Et ça, c'est ce qui m'intéresse quand je regarde un film historique. C'est pour ça qu'il y a des films que j'aime beaucoup et qui pourtant ont des choses qui ne sont pas du tout historiques, je pense à Amadeus, parce que le discours, la conclusion, elle est bonne. La conclusion du Marie-Antoinette de Sofia Coppola, c'est que c'était une femme qui n'était absolument pas faite pour être reine de France, qui l'est quand même devenue au pire moment. Alors forcément, les historiens ne vont pas applaudir ce film sans problème, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce film. La Marie-Antoinette immature et naïve du début à la fin, Louis XVI qui est juste
bête, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Madame du Barry qui est extrêmement provocante, qui rote à table, etc. Évidemment, cela n'est jamais arrivé. L'opulence sans faille de Marie-Antoinette, alors que forcément ça a évolué au cours de sa vie. Et aussi, et surtout, et ça c'est le truc que je pourrais peut-être le plus reprocher à ce film, c'est la relation avec Fersen, puisque on sait qu'ils ont été amoureux, mais de là à ce qu'ils aient couché ensemble aussi ouvertement que dans le film, non, on n'a aucune preuve. Donc la manière que Coppola a de raconter Marie-Antoinette, c'est surtout pour faire écho au public qui va regarder ce film, et notamment aux jeunes filles, aux adolescentes, qui pourraient s'identifier beaucoup plus facilement à Marie-Antoinette si on la présente de cette manière, de façon beaucoup plus modernisée. Et c'est pour ça que pour moi, même si ce film il a ses défauts, il est pour moi extrêmement important dans l'histoire des biopics historiques qu'on a pu faire, parce qu'il y a une vraie volonté artistique derrière, qu'il a changé l'image de Marie-Antoinette, elle est devenue une icône, vraiment, suite à ce film. Et moi, je l'ai regardé, on était en 2006, j'avais 9 ans, et j'ai été éblouie, ébahie par ce film. Il m'a obsédée, et depuis lors, je n'ai jamais arrêté d'être passionnée par la figure de Marie-Antoinette. Et c'est en ça que pour moi, le film a réussi, c'est qu'il nous plonge dans son monde, il nous plonge dans une autre époque, et pour moi, c'est surtout réussi grâce aux costumes. Donc maintenant, venons-en au fait, parlons des costumes du film de Sofia Coppola, parce que on peut lui reprocher beaucoup de choses historiquement inexactes, mais clairement pas ses costumes. Alors j'en ai un petit peu déjà parlé dans ma vidéo du coup sur les costumes historiques, mais Sofia Coppola a mis une pointure au niveau des costumes. C'est Milena Canonero. La meuf, elle est tellement forte pour ses costumes qu'elle a gagné 4 Oscars. Alors il y a Orange Mécanique, Barry Lyndon, Le Parrain 3 et Marie-Antoinette. C'est dire. Alors je n'ai pas vu Parrain 3, Orange Mécanique, c'est pas à l'époque du 18e. Par contre, Barry Lyndon, alors je trouve ce film extrêmement chiant, mais les costumes, c'est un délire comment ils sont bons. Donc je comprends mieux pourquoi, puisque c'est Milena Canonero. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle a fait de vraies recherches sur le style vestimentaire de Marie-Antoinette, tout simplement en partant de la base, c'est-à-dire du travail de Rose Bertin, la ministre des modes de Marie-Antoinette, et qui pour moi est une figure hyper importante parce que c'est la première femme connue de l'histoire française qui a affirmé son rôle de commerçante, de vendeuse, et qui savait quelles étaient les dernières tendances. Et pour moi, ça a un petit peu ouvert la voie à la place des femmes dans les métiers de la mode et des styles. Donc merci à toi Rose, tu gères. Et ce que va faire Milena Canonero, c'est d'aller observer les robes parce qu'elles sont conservées dans des musées autrichiens et français. Et donc elle va les observer, elle va les redessiner pour les adapter au contexte cinématographique. Mais la base de ces robes, elles sont clairement là, elle les a pas effacées. Et pour donc la garde-robe de Kirsten Dunst, l'actrice qui joue Marie-Antoinette, soit dit en passant, la joue très très bien, eh bien, elle va avoir un seul mot d'ordre, elle veut une garde-robe pastel, et elle veut faire un petit peu de Marie-Antoinette un petit bonbon. Donc, tous les tissus seront d'un bleu, d'un rose, d'un vert pastel, assez mignon, et elle va rajouter des froufrous, des taffetas, des petites parures pour justement apporter un peu de légèreté, ce côté pastel des bonbons dans la garde-robe. Et j'ai envie de dire, le côté pastel, il vient pas de nulle part. Vous allez dans le petit appartement de Marie-Antoinette qui se trouve derrière sa chambre. On a littéralement du bleu poudré absolument partout. Et le bleu poudré, on le retrouve dès la première scène du film avec la robe de Marie-Antoinette quand elle devient dauphine. Et c'est une couleur que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans ses portraits. Donc tout est logique en fait. Mais elle a fait aussi des robes un petit peu plus chargées, comme au mariage de Marie-Antoinette, où on retrouve cette robe à panier, donc qui est vraiment typique de ce qu'on retrouvait notamment en Espagne au siècle d'avant, qui est très extravagante, qui est très large, qui n'est pas la robe que portait Marie-Antoinette à son mariage. En revanche, on retrouve dans cette robe la robe qu'elle porte sur son portrait de reine de France, avec des nœuds, ses paniers extrêmement larges, etc. Donc on retrouve cette ambiance-là
dans cette robe. Et alors, moi, ce que j'adore dans les costumes de ce film, c'est le sens du détail, mon gars. Parce que les détails, c'est les premiers trucs, moi, que je vois quand je regarde des films avec des costumes historiques. Quel film présente les dessous d'une femme au XVIIIe siècle entièrement? Bah, pas beaucoup. Et Marie-Antoinette de Coppola en fait partie. Il y a tous les détails, les petits rubans, les petits nœuds. Tout est là, quoi. C'est un délire. Et les tissus font vraiment réel, quoi. C'est du coton, c'est du lin, c'est... Voilà, quoi. Et puis il y a plein d'autres détails qu'elle a mis. Les chapeaux, elle porte beaucoup de chapeaux. Les chaussures, il y a littéralement un plomb avec toutes les chaussures que Marie-Antoinette porte. Les éventails, il y a plein d'accessoires. Les gants, il y a plein d'accessoires. Alors, il y a plein de robes que j'aime beaucoup dans le film et je voulais vous en parler. Parce que elle a présenté tous les types de robes quasiment qui sont existants en fait au XVIIIe siècle, puisque si vous avez vu ma vidéo sur la mode de Marie-Antoinette à la Révolution, eh bien les robes ont évolué. En fait, la robe à la française a évolué vers d'autres formes, d'autres styles, et elle en a du coup présenté plein. Et le pire, c'est que ça respecte la chronologie dans le film. On voit bien que plus elle avance, plus elle s'oriente vers d'autres formes de robes. Alors bien sûr, on va commencer par la fameuse robe bleue qu'elle porte au début. Je vous en avais déjà parlé, pareil, dans ma vidéo sur les costumes historiques. Voilà, c'est une robe à la française typique de cette période. On est dans les années 1770. Un petit peu plus tard dans le film, lorsque Louis XV décède, donc on est dans les années 70-80, eh bien Marie-Antoinette porte une robe à la polonaise. Ça y est, on commence à avoir d'autres styles de robe puisqu'elle est retroussée à l'arrière. Puisque, au fur et à mesure du temps, encore une fois, la robe à la française va progressivement être remplacée par des robes d'outre-Manche ou d'autres pays. Il y a la robe à l'anglaise aussi qui est présente au début du film. Sur la période où elle se réfugie au Trianon, là on a clairement une robe qui est archi simple, elle est blanche, elle a très peu de froufrou, elle a même pas de perruque, elle porte juste ses cheveux comme ça à l'air libre, et ça c'est clairement représentatif de cette nouvelle époque de Marie-Antoinette romantique au hameau, très inspiré de ce fameux portrait en chemise qui a fait scandale à l'époque, puisque se présenter en chemise, c'est comme se présenter à poil, surtout pour une reine de France. C'est pour symboliser ce petit point de basculement. Marie-Antoinette veut retrouver une vie plus simple, voilà, de fermière, de bergère, comme vous voulez. Et on est aussi dans une époque, encore une fois, romantique, et les robes se simplifient également. Et par rapport aux cheveux aussi, les perruques sont hyper importantes. Au début du film, elle a les cheveux poudrés en blanc, comme cela se faisait à l'époque de Louis XV, encore une fois. Ensuite, quand elle devient reine, elle se rapproche de Léonard, son fameux perruquier, et là, les perruques prennent de la hauteur. On est sur les fameux poufs, où on peut y mettre un petit peu tout et n'importe quoi, des végétaux... des animaux, des plumes, enfin là ça part un petit peu en cacahuète. Et sur la fin de sa vie, on a cette fameuse coupe un petit peu plus arrondie ici sur les côtés, une perruque un peu plus simplifiée qui est caractéristique du début de la Révolution et qu'elle va garder une bonne partie de la fin de sa vie. Donc encore une fois, les cheveux suivent la chronologie. Et pour en revenir aussi sur les couleurs sont hyper intéressantes. Au début, on est sur des couleurs pastel. C'est les couleurs de sa jeunesse, elle arrive en France, c'est les couleurs de la dauphine, de la femme, voilà, de la jeune femme, de la jeune reine. Quand elle commence à être dans sa période, je fais la fête et j'achète plein de trucs, elle a des couleurs beaucoup plus pop, elle a du rose flash, elle a du jaune flash. Là, on est clairement sur des couleurs qui sont pas du tout d'époque et c'est normal, c'est assumé encore une fois par le film. Et sur des robes plutôt blanc-crème, comme je vous disais, pour le Trianon, le hameau, où elle est dans une vie un petit peu plus simple, un peu plus romantique, etc. Et sur la fin de sa vie, au moment de la Révolution, des couleurs plus sombres, le gris, le noir, ou des moments charniers de sa vie où elle doit faire des deuils, le deuil de sa mère, le deuil de ses enfants, etc. Donc toutes les couleurs aussi ont une symbolique dans ce film. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que en plus de servir le propos et l'évolution de Marie-Antoinette, même les décors font partie du discours global et s'incrustent entre guillemets avec les vêtements. Je voulais donner cet exemple, j'adore cette image, c'est quand elle reçoit la lettre de sa mère pour lui dire qu'il faut qu'elle fasse des gosses, parce que sinon elle va dégager de la France si elle continue sur cette jolie voie. Et forcément Marie-Antoinette ne peut rien y faire, elle essaie d'avoir des enfants avec son mari mais elle voit bien que ça fonctionne pas. Et ce que j'aime bien, c'est que les motifs ici ont leur importance. Elle porte des motifs très similaires à la tapisserie qui est derrière elle, comme si finalement elle se fondait dans ce décor, qu'elle devenait invisible parce que finalement
bah elle se rend compte qu'elle n'est rien, qu'elle n'est qu'un ventre, elle est critiquée de toutes parts et elle arrive même pas à remplir son devoir de reine. Donc j'adore cette scène, je la trouve extrêmement bien foutue et c'est là où les costumes et les décors peuvent servir le propos. Donc vous aurez compris, en fait, les costumes servent l'évolution de Marie-Antoinette. Alors oui, elle est légère cette évolution, hein, comme je vous disais, elle reste quand même globalement adolescente, mais rien que le changement dans ses robes, dans ses couleurs, dans ses accessoires, montre déjà son rôle en tant que fashionista, en tant que reine qui a insufflé la mode dans le pays, mais aussi par rapport à ses responsabilités et à la maturité qui arrive au fur et à mesure du temps, aux défis qu'elle rencontre, voilà, la mort de ses proches par exemple. Donc tout ça pour vous dire que oui, le film a beaucoup de défauts, oui, le film n'est pas historiquement parfait, mais vous avez compris mon propos. Quand je dis au film qu'il faut qu'ils fassent un effort sur les costumes historiques parce que ça sert leur film, ça sert leur univers et ça sert leurs propos, en voilà un très bon exemple. On en sait aussi beaucoup avec les costumes qu'avec ce qui est dit dans le film. Elles ont fait un travail extraordinaire pour avoir des costumes historiquement on point, mais en plus de ça, qui ont une vraie valeur artistique et cinématographique. Voilà pourquoi je vous saoule avec ce film et pour moi c'est un exemple de comment on peut bien faire des costumes historiques et même pour un film qui n'est pas totalement historique, et bah c'est pas incompatible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je suis contente d'avoir enfin pris le temps de me poser, de vous expliquer pourquoi j'aime ce film et pourquoi c'est un banger. Dites-moi en commentaire si vous aussi ce film il vous a marqué, si vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, quand je vous saoulerai avec ce film, vous saurez pourquoi. J'aimerais bien continuer à parler des films et des costumes. Je trouve ça assez rigolo, assez sympa. Il y a un film qui est sorti récemment sur Nosferatu. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je ne l'ai pas encore vu. Mais les costumes, ils ont l'air incroyables. On n'est plus sur des costumes 19e siècle. Donc si vous voulez aussi que j'en parle, n'hésitez pas. D'ici la prochaine fois, eh bien, je renouvelle mes vœux pour cette année. Je vous souhaite bon courage si vous êtes malade. Là, ma voix et ma gorge, elles n'en peuvent plus actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao!